D'importants chefs des Premières Nations et même des Métis ont par le passé fait l'objet d'un vaste programme de surveillance de la GRC. C'est du moins ce que révèlent des documents récemment déclassifiés. Ils décrivent en détail comment la police a infiltré le mouvement pour les droits autochtones depuis la fin des années 60. Elle redoutait l'extrémisme et la violence, mais leur propre rapport indique que les personnes surveillées luttaient légalement pour leurs droits fondamentaux. L'opération baptisée Programme sur l'extrémisme autochtone ciblait donc des centaines de dirigeants et elle est aujourd'hui dénoncée par de nombreux leaders autochtones qui y voient une tentative d'étouffer les voix opprimées et réclament des excuses officielles du Canada. Alors, Maître Nadir André, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous comprenez l'objectif de cette vaste opération de surveillance, le programme sur l'extrémisme autochtone? Ben, oui, je le comprends. Et d'ailleurs, il est important de se rappeler un peu le contexte politique de la fin des années 60. Je vous rappelle premièrement que c'est l'époque du Livre blanc du ministre des Affaires autochtones de l'époque, Jean Chrétien, qui avait proposé qu'on mette fin à la loi sur les Indiens, aux réserves indiennes. Et donc, il y a eu une vaste réaction dans le monde autochtone en réaction à cette proposition-là. Parallèlement, il y avait aux États-Unis un vaste mouvement contre la guerre du Vietnam avec un mouvement autochtone qui s'appelait le AIM, le American Indian Movement, qui était très proactif, qui faisait plusieurs activités militantes à la fin des années 60, début des années 70, avec les Black Panthers également, qui étaient très actifs aux États-Unis. Donc, il y avait un certain contexte d'instabilité qui a fait en sorte qu'au Canada, je suppose que la GRC a cru bon d'avoir une surveillance sur ce qu'ils ont appelé l'extrémisme autochtone, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais en même temps, je vous rappelle que c'est à cette époque-là également qu'on a créé le Indian Brotherhood Movement, qui est devenu éventuellement l'Assemblée des Premières Nations. Et il y a eu des mouvements également au Manitoba et dans toutes les provinces en parallèle, et donc il y avait un certain... plusieurs activités faites par des militants autochtones de l'époque et j'imagine que la police a cru bon de les surveiller. Alors, ça veut dire qu'il y a un fondement juridique ou un fondement politique dans l'encadrement, voilà, de cette activité, de ces mouvements militants. Mais il aurait fallu trouver le juste milieu entre la prévention des violences, d'une part, et l'espionnage des mouvements militants, d'autre part. Quel serait l'impact aujourd'hui de ce type de programme de surveillance sur la réconciliation? Il est clair qu'aujourd'hui, ce type de surveillance-là, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, soit dit en passant, parce que je vous rappelle qu'on a déclassifié des vieux documents. Ça ne veut pas dire que cette surveillance-là n'a pas lieu. Et j'ignore si un ministre ou un membre officiel de la Gendarmerie royale viendrait affirmer qu'il n'y a aucune forme de surveillance de militantisme autochtone. Mais je serais étonné. Vous savez, on a passé à travers la crise d'Oka, on a passé à travers le mouvement Idle No More plus récemment. Je ne serais pas surpris d'apprendre que ce type de surveillance-là existe toujours. Oui, mais là, les leaders autochtones réclament des excuses officielles du Canada pour avoir été espionnés parce qu'ils estiment qu'il y a une liberté qui a été piétinée. Est-il nécessaire de passer par une enquête publique sur cette opération, maintenant que les documents sont déclassifiés? Vous savez, c'est une question importante, puis on parle beaucoup de la charte des droits de la personne, mais je vous rappelle que la charte a été adoptée le 17 avril 1982. Alors, elle n'existait pas dans les années 60 et 70. Donc, n'importe quel principe de droit à l'association, de droit à manifester, de droit de s'assembler, qui seraient aujourd'hui des principes qu'on défendrait et qu'on jugerait inacceptable. Les normes et les standards n'étaient pas les mêmes dans les années 60 et 70. Donc, c'est sûr qu'on regarde ça en 2026 avec des yeux de 2026 et on se dit que c'est complètement inacceptable, mais il faut voir évidemment le contexte historique et le contexte politique de l'époque. Mais Nadir André, que représenteraient aujourd'hui des excuses officielles du Canada sur cette vaste opération de surveillance de l'extrémisme autochtone à l'époque?
Bien, c'est une excellente question et peut-être que l'idée d'une enquête publique viendrait mettre la lumière sur ça parce que tout ce qu'on a présentement, ce sont des documents qui confirment cet espionnage et cette surveillance. Il n'y a pas de contexte. Est-ce que ça a été ordonné au plus haut niveau par des ministres, par le cabinet? Je pense que ça mériterait peut-être d'aller plus au fond des choses pour connaître la vérité. Puis vous savez, on parle de réconciliation aujourd'hui beaucoup. Mais la démarche de réconciliation devait être précédée par une démarche de vérité, de divulgation. C'est ce qui a été fait en Afrique du Sud, c'est ce qui a été fait dans d'autres juridictions, parce qu'avant de parler de réconciliation, il faut d'abord divulguer ce sur quoi on doit se réconcilier. Et après les pensionnats, après la loi sur les Indiens, après toutes les choses qu'on a découvertes au fil du temps, ben voici un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir sur la surveillance policière, l'espionnage de certains leaders autochtones. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une forme de reddition qui va devoir être faite par l'État? Et pour ça, bien, il faut enquêter, il faut divulguer plus d'informations, de comprendre le contexte, qui est responsable de ça, pour permettre de poursuivre cette relation de réconciliation puis de construire des ponts entre les leaders autochtones et la couronne fédérale. Ce qui reviendrait à des aveux pour dire que le programme sur l'extrémisme autochtone était peut-être une erreur quelque part. Croyez-vous, Nadir André, très rapidement, que Ottawa puisse accéder à une telle revendication d'excuses officielles du Canada? Et vous savez, il y a plein d'exemples d'actions extrêmes que l'État a pris. Je peux prendre, à titre d'exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'incarcération de citoyens canadiens qui étaient d'origine japonaise, qu'on a mis dans des camps pendant la guerre avec des craintes d'actes terroristes, de rébellions et autres, ce qui a été démontré comme étant complètement faux. Donc, il faut mesurer que chaque action prise par l'État, lorsque nécessaire, lorsqu'il y a un enjeu de sécurité et d'intérêt national, soit proportionnel à la menace réelle. Et donc, c'est ça qui va devoir être mesuré de façon concrète. Est-ce qu'on pouvait justifier? Est-ce qu'il y avait une crainte raisonnable de la part de la police et de l'État de prendre de tels gestes, en l'occurrence? Et c'est la question qu'il faut se poser. Ensuite viendront les excuses, si on arrive à la conclusion que c'était disproportionné. Mais peut-être que certains rapports, certaines informations viendraient confirmer que ces gestes-là étaient tout à fait raisonnables dans les circonstances. Ça fait beaucoup de peut-être et de si à suivre. On verra comment Ottawa réagira par la suite. Maître Nadir André, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Merci.